Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie de mécanique de l'année de 3e sur l'énergie cinétique et la sécurité routière. Dans un premier point, une petite introduction en vidéo, je vous donne une partie d'un C'est pas sorcier que j'ai sélectionné, qui vous parle un petit peu de sécurité routière, de distance pour qu'un véhicule s'arrête et de choc, avec un crash test que vous avez à cette occasion. Cela reste une vidéo grand public, faite pour passer à la télévision pour qu'un plus grand nombre puisse le comprendre, et à cette occasion, Fred et Jamie nous font deux petits raccourcis, que j'appelle des petites erreurs, dans la vidéo, que vous arriverez peut-être à retrouver, parce que les sciences sont un petit peu plus précises que certains éléments donnés dans la vidéo. C'est un petit challenge que je vous donne, si vous ne le trouvez pas, ça n'est pas grave, ne perdez pas trop de temps dessus. Si vous le trouvez, vous pourrez me proposer vos réponses. Le premier élément que nous allons donc aborder ici, c'est l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, vous avez déjà dû travailler dessus sur les dernières activités. Elle est ici très importante au niveau de la sécurité routière parce que c'est elle qui est responsable de la violence d'un accident. Plus l'énergie cinétique est grande, plus elle va être dissipée lors de l'accident et faire un accident violent et donner les dégâts sur le véhicule et les passagers qui sont à l'intérieur. Donc il est important de savoir calculer une énergie cinétique et calculer l'énergie cinétique d'un véhicule. Alors déjà, petit rappel, l'unité d'une énergie est le joule, et c'est le cas de l'énergie cinétique. Et je vous rappelle aussi la formule qui est notée dans votre feuille de cours et qu'on a déjà vue ensemble. Donc l'énergie cinétique, c'est égal à la masse multipliée par la vitesse au carré divisé par 2, pour l'objet qu'on considère. Attention aux unités, la masse de l'objet est en kilogrammes, sa vitesse est en mètres par seconde et non pas kilomètres par heure, excusez-moi, et l'énergie cinétique, comme je l'ai dit juste avant, est en joules. Deuxième petit rappel sur les conversions d'unités que nous avons aussi déjà vu, que je vous rappelle rapidement lorsqu'on veut passer des kilomètres par heure au mètre par seconde. Donc pour aller des kilomètres par heure vers les mètres par seconde, on divise par 3,6. Quand au contraire on veut aller des mètres par seconde vers les kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. Au niveau de la masse, comme les véhicules sur la route sont lourds, régulièrement on parle non pas de kilogrammes mais de tonnes. Il est donc important de savoir convertir les tonnes en kilogrammes. J'espère que vous le saviez déjà. Dans une tonne, il y a 1000 kilogrammes. Je vais un petit exercice d'application pour utiliser cette formule de l'énergie cinétique. Donc on prend une voiture qui a une masse de 1,5 tonnes. Et je vous demande de calculer son énergie cinétique lorsqu'elle roule à 100 km par heure, puis de calculer son énergie cinétique quand elle roule à 50 km par heure, et ensuite de comparer ces deux valeurs d'énergie cinétique, c'est-à-dire d'essayer de savoir par combien est multipliée l'énergie cinétique du véhicule lorsque la vitesse est multipliée par 2, c'est-à-dire quand on passe de 50 km par heure à 100 km par heure. Petite aide, rappel, lorsqu'on a utilisé une formule littérale, il est toujours bon d'utiliser la méthode que l'on a vue ensemble. Donc là, vous cherchez l'énergie cinétique, il faudra réécrire sa formule, bien noter les valeurs pour le calcul en faisant attention aux unités, là c'est là où on va faire les conversions, puis noter correctement votre calcul, ça vous évitera de faire des erreurs. Troisième et dernier point donc, qui va nous intéresser, c'est la distance d'arrêt d'un véhicule, c'est-à-dire entre le moment où le conducteur voit un obstacle et le moment où le véhicule s'arrête. Si vous avez bien compris ce qui vous est expliqué dans la vidéo, en fin de compte, cette distance d'arrêt est à deux sous-parties. C'est la distance de réaction et la distance de freinage, que l'on sépare bien parce qu'elles dépendent de différents critères. La distance d'arrêt, c'est la distance totale pour s'arrêter. La distance de réaction, c'est la distance que parcourt le véhicule entre le moment où on voit l'obstacle et le moment où on va appuyer sur la pédale de frein. Donc on ne commence pas à freiner. Dans cette distance de réaction, c'est lié au temps que met le conducteur à réagir. La distance de freinage, c'est à partir du moment où le conducteur appuie sur la pédale de frein jusqu'au moment où le véhicule est complètement arrêté.
si on sépare ces deux éléments-là, c'est parce que ces distances dépendent de différents facteurs. Les facteurs donc, dont dépend la distance de réaction, déjà dans un premier temps, ça dépend évidemment du conducteur. Si le conducteur est âgé, hein, il va voilà, mettre plus de temps à réagir. C'est aussi la raison pour laquelle les personnes âgées qui sont conscientes que leur temps de réaction est plus lent roulent moins vite. Ça peut être lié à la fatigue, hein, on a du mal à se concentrer, évidemment à l'absorption de drogue, je pense à l'alcool hein, particulièrement, qui augmente aussi le temps de réaction, les réflexes du conducteur, et donc la distance parcourue par le véhicule, le temps qu'il réagisse. Un autre point, c'est évidemment la vitesse du véhicule, puisque mon temps de réaction est tout le temps le même, mais plus je roule vite, plus je parcours une distance grande durant ce temps de réaction. Pour la distance de freinage, elle ne dépend plus du conducteur qui appuie sur la pédale de frein le plus fort possible pour arrêter le véhicule. Elle va maintenant dépendre du véhicule et de l'environnement. Donc c'est l'état des freins, l'état des pneus qui peut jouer. C'est aussi la raison pour laquelle on fait réviser son véhicule régulièrement. Aussi qu'il y a des contrôles techniques pour s'assurer de l'état du véhicule. Ça peut dépendre de la route, comme on dit dans la vidéo, hein, si la route est mouillée, on considère que cette distance de freinage est multipliée par 2, ça peut être énorme dans certains cas. Et des conditions climatiques, hein, le fait que le vent vous pousse, ou au contraire qu'il soit de face, s'il y a du verglas ou de la neige sur la route aussi, hein, évidemment ça peut jouer. Et bien évidemment, ça dépend aussi de la vitesse du véhicule. Comme on vous le dit dans la vidéo, il faut absorber l'énergie cinétique lors du freinage. On transforme l'énergie cinétique en énergie thermique, les freins chauffent en fin de compte, et plus la vitesse est grande, plus le véhicule a une grande énergie cinétique, et plus il aura une distance de freinage longue pour pouvoir s'arrêter. Et comme vous avez dû le constater, hein, sur les calculs précédents, enfin les calculs que vous allez faire, hein, la vitesse dans le calcul de l'énergie cinétique est au carré, donc plus la vitesse augmente, plus son carré augmente, et donc l'énergie cinétique aussi. Deux petits exercices d'application sur ces distances d'arrêt. Dans un premier temps, je vous demande ici de compléter ce tableau. Vous avez différents facteurs hein, et voir sur quelle distance influent ces facteurs. Il suffit de faire une croix dans chaque case où vous pensez que le facteur influe sur la distance. Deuxième petit exercice, ici, on voit un motard dont on vous dit que la distance de freinage à 90 km/h est de 50 mètres sur route sèche. Donc on va prendre ici le cas d'une moto qui roule à 90 km/h. Première question, quelle distance parcourt cette moto en 1 seconde? Si vous avez bien compris les unités de la vitesse, eh bien vous pouvez peut-être assez facilement savoir combien de mètres parcourt cette moto en 1 seconde, sachant que vous connaissez sa vitesse. Vous avez ensuite à donner sa distance de réaction, sachant que le temps de réaction du motard est de 1 seconde, et ensuite à calculer la distance d'arrêt grâce à vos résultats précédents et à l'information qui est dans l'énoncé. Voilà, bon travail à tous!